Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Donc pour cet épisode, j'ai fait venir Margot qui est prep mentale et qui a très envie de pouvoir suivre l'accompagnement business que je propose pour développer son activité, mais en même temps elle n'a pas les sous pour le faire. Et donc quand on a évoqué la possibilité de faire un crédit pour le faire, ça a réveillé plein de choses, de croyances et notamment de ça me plairait mais je peux pas ou je veux pas. Et donc ce que je lui ai proposé, comme elle avait envie qu'on ait cette conversation, c'est de la voir devant un micro. Comme ça, pour les entrepreneurs et donc investisseurs qui écoutent, on pourra parler de ce que ça fait d'imaginer faire un crédit pour son activité ou pas. Ça te dit, Margot, qu'on parle de ça ? C'est parti. C'est parti ? Ok. Juste avant d'y aller, parce qu'on ferait quand même pas un crédit pour n'importe quoi, qu'est-ce qui fait que tu as envie de suivre le programme Starting Block ? Aujourd'hui, je suis coach et préparateur mental. Je me suis lancée depuis peu de temps. Et je vis dans une situation où je dépends de mes parents financièrement. Et donc, l'objectif pour moi, c'est de vivre pleinement de ma passion. Et aujourd'hui, je manque d'outils pour le faire. En tout cas, j'ai la perception d'eux. J'ai jamais été à l'aise avec la vente dans ma vie. Et j'ai ressenti que dans ta formation, il y avait tous les outils pour m'aider à être plus à l'aise avec ça. Et aussi, j'aime l'idée que je vais être accompagnée pour évoluer et donc faire tomber des blocages chez moi. Et aussi de beaucoup pratiquer avec d'autres prep mentaux. J'aime l'idée aussi que ce soit justement un peu sous forme de communauté et qu'on va pouvoir s'élever les uns les autres. Et puis voilà, de comprendre toutes les techniques sous-jacentes à la vente et aussi de maîtriser tout le côté business, comment gérer son activité professionnelle, qu'est-ce que c'est être entrepreneur et puis aussi le côté finance que je connais pas bien parce que dans mon passé, j'ai jamais trop côtoyé tout ça. Donc je me sens un peu novice là-dedans et j'ai conscience que je pourrais apprendre seule, mais j'ai envie d'apprendre vite. Et j'aime bien l'idée que quelqu'un ait déjà pensé tous les sujets et que ça puisse me permettre d'aller plus rapidement vers la vie que j'ai envie de vivre. Trop cool. C'est vrai que j'ai bien pensé le sujet. Mais justement, pour toi, ça changerait quoi si tu pouvais atteindre ça, tu vois, à la fois acquérir toutes ces compétences dont tu parles et aussi progresser beaucoup plus vite. Ça changerait quoi financièrement et ça changerait quoi pour toi ? Ça aurait plusieurs répercussions. Je dirais que dans la matière, forcément, il y aura le côté financier où je me sentirais beaucoup plus à l'aise si je vis dans l'abondance, d'aller dans des projets, de continuer à me former, d'avoir une vie qui a un équilibre qui me correspond vraiment parce que je serais plus dans la peur de manquer d'argent. Et puis, c'est déjà pas mal. Je sais plus ce que je voulais dire à la base avec ça, mais prenons ça déjà. Ouais, ok. Donc si j'ai bien compris et que je reformule, finalement ce que tu me dis c'est que tu as envie de faire la formation, mais que tu n'as pas les sous pour la faire. D'ailleurs, juste à propos du prix, comme je vais le garder secret parce qu'il est susceptible d'évoluer dans le futur, etc. Admettons que le prix ça soit 5 000 €. Je vais essayer de pas le dévoiler. Voilà, on va partir sur 5 000 €, ok. Comme ça c'est un chiffre rond et ça fait quand même une certaine somme, donc pour les gens ça aidera à se représenter. Donc toi t'as très envie de le faire, mais t'as pas ces 5 000 €, et on pourrait soit se dire vas-y, comme j'ai pas les sous, je le fais pas, tant pis. Mais en même temps, tu as bien compris que si tu le fais pas, ça a d'autres conséquences financières sur toi qui sont qu'au quotidien, tu as du mal à trouver des clients, à gagner finalement suffisamment d'argent. Et que dans tous les cas, il y a un espèce de prix à payer, qui est soit celui de, par exemple, suivre la formation pour apprendre, soit celui de galérer pour trouver comment faire et par exemple d'y prendre plus de temps, comme moi ça m'a pris du temps. Tu sais, la première année, j'avais fait 5 820 € de chiffre d'affaires. Ouais. Donc on peut dire qu'en un an, j'ai payé avec mon temps pour apprendre à ne pas gagner de sous, parce que 5 820 € en un an, ça fait pas grand-chose. Et toi, comment tu te sens par rapport à ça, par rapport à cette possibilité de soit ne pas le faire du tout, soit d'aller chercher l'argent pour pouvoir le faire ?
Déjà, le côté de ne pas le faire, ça amène une idée, c'est dans un sens, je me sens capable avec de toute façon ce besoin, cette motivation de faut manger, d'aller chercher les ressources pour le faire, mais je reste dans l'incertitude de à quel point je vais réussir à créer quelque chose de durable dans l'évolution de mon activité. À quel point en fait je vais arriver à m'assurer d'avoir assez de clients chaque mois pendant entre guillemets toute ma vie, en tout cas tout le temps je voudrais faire ce métier. Je sais pas à quel point ça peut être établi. Dans un sens, je me dis je peux avoir confiance en moi et c'est dommage de pas l'avoir et de pas tenter. Et en même temps, je me dis et si finalement je prenais pas ce risque-là et j'allais chercher ça grâce à quelqu'un qui l'a déjà vécu. Et du coup, je pense que ça me permet être dans l'idée d'acheter, ça me permet de quelque part pas me confronter à cette peur. À quelle peur ? À la peur de pas y arriver toute seule. Et peut-être même de revivre ce que toi t'as vécu, faire 5 000 € dans une année et à devoir trouver d'autres solutions comme travailler à côté, faire des choses que j'aime pas. Ouais, c'est important pour moi ce que tu évoques là, parce que tu parles du fait de peut-être ne pas y arriver toute seule. Et en fait, franchement, je pense que beaucoup de gens pourraient y arriver par eux-mêmes sans starting block. Bon, ce qui me fait des fois penser un peu l'inverse, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même peu de prep mentaux qui vivent de leur passion. Et donc je me dis, il y a vraiment un problème, c'est pour ça que j'ai envie de les aider. Mais je crois que beaucoup de gens pourraient y arriver par eux-mêmes. Par contre, ce que ça demande, c'est de payer d'une part le prix du temps que ça prend, comme moi, où la première année, ça m'a pris 1 an pour savoir comment ne pas faire de chiffre d'affaires. C'est plutôt ça la leçon que j'ai eue à la fin de l'année, tu vois. C'est comment ne pas faire de chiffre d'affaires, en faisant comme j'ai fait cette année. Et donc il y a cet aspect-là, et puis il y a tout l'aspect des sacrifices que ça demande. Quand par exemple, tu dois investir beaucoup plus de temps pour apprendre ce que tu sais pas, que si quelqu'un te le sert sur un plateau. Ou dans notre cas, je sais pas, le nombre de rendez-vous de vente que tu pourrais faire sans vendre, parce que tu sais pas vraiment quelle conversation avoir, par rapport à si tu savais exactement quelle conversation avoir pour augmenter ton taux de conversion. Tout ça, c'est beaucoup de temps perdu, d'efforts perdus, d'accompagnement qui démarre pas, etc. Ouais, ça me semble important de parler de ça. Et donc, à ce stade, toi, ce que tu m'as dit, c'est que t'as envie de le faire, mais qu'il fallait qu'on parle parce que faire un crédit, ça te fait un peu peur, il y a des choses qui te font penser, il faut pas faire ça. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Soit on prend les éléments un par un, soit tu me balances tout, et comment tu vois les choses? Moi, tout de suite, quand il y avait ce prix-là, je l'ai corrélé à quel est mon niveau d'envie, et c'était clair que j'ai envie de le faire. Donc là, je reviens dans l'idée que j'ai envie d'acheter. Maintenant, ce qui m'est venu dans la tête, c'est OK, c'est quoi les options? Et donc, il y en avait plusieurs pour moi. Tu m'en as donné une, et je pense qu'en tout, ça en fait 3 pour moi. Il y avait une première option de demander de l'aide à ma famille, qui m'a déjà beaucoup aidé jusqu'à maintenant, et j'aimerais bien arriver à me responsabiliser et pas avoir trop de dettes envers ma famille. Mais c'est une solution beaucoup plus simple pour moi, plus soulageante et plus facile. Il y a une deuxième solution qui est de faire un prêt à la banque, à ma banque, que j'ai étudié. Et il y a la troisième solution que toi, tu m'as apportée, de faire une forme de prêt aussi avec une banque partenaire chez toi, dans d'autres conditions. Oui. Voilà. Ok. Et comment tu te sens avec ces possibilités? Donc, j'ai tout étudié jusqu'à maintenant. Je suis allée voir ma banque, et moi, ce que j'avais besoin de savoir, c'est est-ce que moi, avec ma situation, je peux faire un prêt? Donc déjà, la réponse est oui. Et qu'est-ce que ça implique quel est le taux, en fait, du prêt? Parce que moi, ce qui bloque chez moi, c'est OK, on va me prêter de l'argent, mais en fait, en réalité, je vais payer plus que ce qu'on me prête. Parce que là, imaginons que j'en prête. C'est le problème. C'est le principe. Et pour moi, c'est un problème, en fait, dans ma tête. De me dire qu'on m'aide, on me donne des sous, mais en fait, je paye plus que ce que je dois rembourser. On me prête 5 000, mais en fait, les taux en ce moment, c'est 6% en général. Donc, ça rajoute plusieurs centaines d'euros, 600 à 700 euros de plus. Et je me sens... Ouais, je pense que je vais être franche, mais je me sens un peu volée, quoi. Okay. OK, on m'aide, c'est super, mais du coup, en échange, je dois payer plus que ça. Donc, je me sens perdante. Ok. C'est intéressant ce truc d'échange équitable dans lequel, justement, c'est pas équitable pour toi, t'as l'impression qu'on t'aide, mais que ce qu'on te demande, c'est un peu trop en échange. Et on pourrait tous croire ça, d'ailleurs, à propos des tarifs bancaires. En plus, en ce moment, au moment où on parle, les taux sont assez élevés, etc. Ouais. Mais justement, j'ai envie de creuser un peu plus avec toi pour savoir qu'est-ce qui fait que ça te semble pas équitable que si on te prête, par exemple, 5 000,
tu dois rembourser 5 800. Ça veut dire que je paye un service en plus qui est la main tendue, et cette main tendue a un prix. Et moi, je demande 5 000 € et en fait, je dois donner plus. Mais si je demande 5 000 €, c'est que j'ai pas les ressources pour donner plus. Donc, ça me semble pas cohérent, en fait. Ok. Je pense que ça va être un super sujet parce qu'en plus, quand tu parles de main tendue, moi, dans ma tête, ça fait c'est quoi le lien avec les athlètes que tu vas aider? Parce que s'ils prennent un coach mental, c'est qu'à un moment donné, ils ont un besoin. Et toi, ce besoin-là, tu vas le leur facturer. Et puis, par exemple, des fois, quand ils vont faire appel à ce besoin-là, ils le font au moment où ils n'ont pas encore la chance d'être athlète pro ou d'avoir des sous. Par exemple, la prépa mentale, c'est peut-être ce qui va faire la différence pour eux entre je deviens athlète pro ou pas, entre je passe en équipe de France ou pas. Et donc, au moment où ils vont pour payer de la préparation mentale, ils n'ont pas encore les ressources, ou ils n'ont pas encore la certitude que ça puisse leur servir ensuite. Okay. Comment tu te sens, toi, du coup, avec le fait que quand c'est la banque qui te tend la main, t'es pas d'accord pour payer pour qu'ils t'aident, mais t'es d'accord pour que les athlètes te payent pour que tu leur tendes la main? Le service est quantifiable par rapport à la banque. C'est 5 000 €, point, et c'est matérialisé. Il n'y a pas d'incertitude là-dedans. Parce que, pour moi, j'ai la certitude que j'ai confiance en mes capacités et en ce que je suis capable d'en faire. Et j'ai la certitude aussi, et je l'espère, que ta formation va pouvoir vraiment et réellement m'aider. Donc pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça, alors que ça me semblerait légitime que l'athlète puisse douter de l'accompagnement et des sous qu'il va investir par rapport à ce qu'il peut gagner, parce qu'on ne peut pas le quantifier, parce que ça dépend de comment lui il s'investit et de comment moi je suis capable de l'accompagner aussi. Ok. Du coup, si je poursuis ton point de vue, et peut-être que j'exagère un peu, mais ça fait que l'athlète, il pourrait avoir encore plus de mal à payer pour être coaché par toi que ce que toi, tu pourrais avoir de mal à payer pour un prêt, dans le sens où même s'il y a des coûts, tu sais exactement ce que tu vas obtenir. Ouais, mais moi, ça me pose pas de problème, en fait. Si moi, j'ai des soucis j'ai de la tension à aller chercher un prêt, je trouve ça aussi normal que n'importe qui ait de la tension à acheter mon accompagnement. Okay. C'est vraiment parce que souvent, dans la vente, ce qu'on retrouve, c'est que les tensions que nous, on a, c'est ce qu'on va ensuite retrouver chez les gens qu'on accompagne. Je te donne un exemple. J'ai souvent entendu les prêtres mentaux me dire « Ah ouais, mais moi, il me faut toujours au moins 3 semaines pour réfléchir. Je peux pas prendre une décision et payer maintenant. » Et c'est le type de prêtres mentaux qui vont être très mal à l'aise de proposer à l'athlète d'oser s'engager maintenant pour son projet. Et ce qui se passe quand on a ce genre de conversation, tu sais, lors d'un premier rendez-vous, c'est que parfois, c'est tellement confrontant pour l'athlète d'oser parler de ses émotions, d'oser aussi prendre le risque de se faire accompagner, parce qu'on investit des sous, mais on sait pas exactement qu'est-ce que ça va donner comme résultat. C'est pas tangible, c'est pas touchable. Et des fois, on a besoin, finalement, d'aider l'athlète à oser se lancer, à être en haut de la falaise et sans savoir s'il va... Tu sais, quand tu sautes en parapente, t'es jamais vraiment sûr que tu vas être sur tes pieds après, quoi, parce que d'abord, t'es un peu dans le vide. Et donc là où je veux en venir, c'est que c'est intéressant la conversation qu'on a aujourd'hui, parce que souvent, les choses que tu rencontres toi pour toi, c'est les mêmes problèmes que tu vas rencontrer après avec les gens que tu cherches à accompagner. Ouais. Et donc, si je reviens sur l'histoire du coût que ça a d'emprunter, en quoi est-ce que c'est un problème quand quelqu'un te prête 5 000 €, admettons, sur 3 ans, la banque, en quoi est-ce que c'est un problème de payer pour ce service-là? C'est pas un problème de payer, c'est de payer plus. Si tu payes 5 000 parce qu'on t'a prêté 5 000, t'as pas payé. Ouais, ok. C'est un problème parce que, encore une fois, moi, ça n'a pas bougé là dans ma tête pour l'instant. Il y a ce truc d'équité de... si, ça y est, je commence à comprendre que, en fait, je paye le service. Ah oui. Parce que déjà, ça a un coût pour la personne qui te prête les sous. Déjà, admettons qu'on soit, je sais pas, très amis tous les deux. Si tu me disais, Nathan, tu peux me prêter 10 000 €, s'il te plaît. Si moi, je te prête 10 000, je perds au moins 10 000 à 4% par an s'ils étaient placés sans aucun risque en obligation d'État, par exemple. Déjà, si je te les prête à toi, je te prête 10 000 et en plus, je perds mes 4% auxquels j'aurais droit, normalement. Donc, dans tous les cas, pour moi, il y a un certain coût de te prêter. Et en plus, pour la banque, c'est son activité commerciale de prêter des sous. Mais je pense que c'est au-delà de ça pour toi. J'aimerais bien qu'on aille voir en quoi est-ce que ça te challenge, de devoir rendre plus d'argent que ce qu'on t'a prêté. En quoi c'est un problème, finalement? Je pense que c'est relié au manque d'argent dans lequel je suis aujourd'hui. Et que, du coup, ça me donne l'illusion que je vais encore plus en manquer. Je pense que c'est ça, le fond du problème. Ok. Je parle de ça parce que l'autre jour, tu m'as aussi dit « Tiens, regarde, j'ai écouté tel podcast, et lui, il a dit que c'était mal de faire des crédits. » Et est-ce que tu crois qu'il n'y a pas un peu de ça et qu'on devrait parler de ça? Ouais, je suis pas sûre qu'il ait vraiment dit ça. Et ce qu'il a dit, ce gars-là, dans le podcast, c'est plutôt que les banques nous disent pas tout.
Et par exemple, là, quand on va faire un crédit, on nous dit 6%, mais en fait, si on fait pas le calcul nous-mêmes, on sait pas ce qu'on paye vraiment. Et du coup, les gens se rendent pas vraiment compte qu'ils vont payer plus que ce qu'on leur donne. Et ils mesurent pas quel est le service. Et c'est là où, en fait, on essaye de cacher ce côté de, finalement, le service a un coût. Et du coup, je pense que c'est même pour ça que moi, aujourd'hui, j'avais oublié que ça avait un coût, ce service. Parce qu'en fait, 6%, ça veut rien dire pour moi dans ma tête. Tu vois ? Ah, intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que tu sais, dans la proposition dont je te parlais avec mon partenaire bancaire, c'est pour ça que quand tu m'as demandé c'est quoi le taux, je t'ai dit il n'y a pas de taux, c'est juste 15 € par mois en plus. Ouais. Parce que du coup, c'est hyper simple à compter. Ouais. Si c'est un crédit sur 36 mois, tu fais 36 fois 15. Ouais. Et puis c'est plus concret. Terminé, tu vois, c'est plus concret. Et en même temps, si tu fais 36 fois 15, ça fait quand même une somme en plus que ce que tu aurais payé si tu avais eu les sous pour le faire en une fois. Bah ouais. Et donc, dans un certain modèle du monde, on pourrait dire, tiens, tu perds des sous, parce que si tu avais eu les sous, tu aurais pu payer moins cher. Bah ouais. Et c'est là que j'ai envie d'en savoir plus sur peut-être, est-ce que toi, il y a des choses qui te challenge? Parce que dans le podcast dont on parlait, il y a un peu ce truc de, par exemple, les pauvres, ils font des crédits pour acheter des télés ou pour payer des factures, et ça serait une boucle un peu négative finalement. C'est aussi mon interprétation du podcast, c'est pas exactement ce qu'il dit. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Moi, ce que je ressens, c'est que ta formation, elle a un coût, disons 5 000 € par exemple, et que en fait, du coup, parce que je veux cette formation, je vais devoir mettre 5 600. Non, en fait, moi, je voulais payer 5 000, pas 5 600. Donc là, en fait, je paye le prix d'être pauvre. Ok. Et c'est là que ça m'emmerde. En quoi est-ce que ça t'emmerde? Ça veut dire que ça me rappelle que plus je suis pauvre, plus je dois payer pour moins être pauvre. Oui, alors que d'ailleurs, si tu étais tout à fait riche, par exemple, si tu avais 10 millions placés en obligations d'État, où on sait que ça va être payé, tu vois, au moins 3-4%, tu pourrais gagner tous les ans 40 000 € au moins, sans rien faire. Ouais. Donc oui, il y a vraiment cet écart-là. D'ailleurs, là, je crois que dans les chiffres, j'ai pas été très bon parce que je suis pas excellent en mathématiques, mais en tout cas, moi je dis oui parce que je suis incapable de corriger ça. Parce que 4% de 10 millions, ça fait plus que 40 000 €. Les matheux, ils font le travail à notre place, t'inquiète pas. Ils sont là pour ça. C'est ça. Ça fait plutôt 400 000. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que oui, c'est sûr que les pauvres payent le fait d'être pauvres, et les riches sont très avantagés par le fait que les revenus du capital te permettent, sans même travailler, d'avoir plus de sous. Mais du coup, ça amène à cette question un peu pragmatique, tu vois, qui est, et qu'est-ce que tu fais dans ta situation? Parce que tu me dis, ça me saoule d'être pauvre et de devoir payer 600 € de plus que si j'avais les sous. Mais en même temps, la situation, elle est telle quelle, et rappelons la situation telle quelle, soit tu fais pas la formation et tu payes le prix d'apprendre par toi-même, et on a dit que ça avait un coût en termes de sacrifice, ça a un coût en termes de temps. Puis d'ailleurs, tous les mois où tu sais pas gagner 5 000 € par mois, par exemple, si tu gagnes que 2 000 € par mois au lieu de 5 000, tu payes tous les mois 3 000 € d'écart par rapport à si tu savais le faire. Ça a aussi un coût, en fait, de pas savoir gagner d'argent. Donc soit il y a cette possibilité-là, soit il y a celle d'investir en faisant un crédit, et là c'est sûr que tu perds les sous dans le crédit, le delta entre les deux. On pourrait même avoir une autre possibilité qui est tu fais la formation, elle est pourrie, elle a servi à rien, et en plus d'être dans la situation numéro 1, tu te retrouves dans une situation où en plus t'as un crédit sur le dos qui t'a servi à rien. T'es plus pauvre et en plus... Voilà. Mais si on se parle tous les deux, c'est parce qu'on croit tous les deux que cette formation pour toi elle peut avoir beaucoup d'impact, sinon on serait même pas là à échanger dessus. Il y a intérêt, ouais. Et donc quand t'as ce regard un peu pragmatique sur le truc, non pas de ah ouais mais moi ça me gêne parce que je suis pauvre et on me demande de payer encore plus. J'ai envie de dire, si je peux me permettre, en fait la situation elle est comme ça et c'est pas autrement. Dans la situation dans laquelle t'es, t'as un choix à faire finalement entre les deux. Et qu'est-ce qu'aurait besoin de se passer pour que même de payer 800 € de frais de crédit, ça soit une excellente décision par rapport au fait d'essayer toute seule? Dès la semaine d'après, je rembourse mon prêt en ayant fait du chiffre parce que j'aurais su bien vendre. Ok. Ouais, c'est vrai. Imaginons que on travaille ensemble et que en travaillant ensemble, tu sois capable de générer au moins 800 € de plus que si tu avais été toute seule. Ouais. Voire même dans ce cas-là, au moins 5 800 €. Non, mais promets-moi plus, s'il te plaît, parce que sinon ça vaut pas le coup. Ouais, mais en fait, le fait de te promettre peu, ça montre à quel point c'est ridiculeusement facile à atteindre. Ouais, oui, ok. Ce que je veux par là, c'est tiens, reprends ma première année, où moi je fais 5 820 € en un an tout seul. En un an. Imagine si j'avais été accompagné, à l'époque ça n'existait pas, un prep mental qui forme d'autres passionnés à vivre de leur passion, je suis le premier à le faire. Imagine qu'à l'époque, j'aurais pu bénéficier d'un accompagnement comme celui-ci, et qui fait qu'au lieu de me faire 5 820 € en un an,
je fasse rien que x3. Et admettons, je fais 15 000 euros. Qu'est-ce que t'en penses? Je connais pas ta situation, ça dépend. Est-ce que ça t'aurait permis, toi, de bien vivre? Quel aurait été ta charge mentale, le niveau de ta charge mentale? Est-ce que ça t'aurait permis de mieux vivre, ça? Je pense pas encore que j'aurais bien vécu avec 15 000 euros. Mais juste, si on se dit que tout seul, j'ai fait 5 820 euros, mais qu'avec quelqu'un, j'aurais pu faire 15, en fait, le prix d'une formation à 5 000, il est vite rentabilisé. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est ça qu'il y a d'important à voir dans cette histoire de frais de crédit dont on parlait avant. C'est que oui, ça va te coûter, admettons, 800 euros par rapport à si tu avais déjà eu les sous. Mais ces 800 euros-là, déjà, ce qui est marrant, c'est que si tu le ramènes par mois avec la solution dont je te parlais tout à l'heure, où finalement, en gros, les frais de crédit, ça va être entre 15 et 20 euros par mois. Est-ce que tu penses que en m'ayant à tes côtés, tu peux gagner au moins 15 à 20 euros par mois de plus? Ouais, carrément. Que toute seule. Ouais, oui. Pour ça que pour moi, l'objectif, c'est si je fais un prêt, que je démarre la formation vite, et qu'en fait, je progresse vite, et que je la rembourse très vite, et qu'en fait, j'ai pas à payer 3 ans de prêt. Moi, l'objectif, c'est ça. C'est que tout de suite, ça marche, et qu'en fait, je rappelle rapidement à mon banquier que je dise, voilà les sous. Bye. Ok. Sauf que pour en arriver là, il faut accepter au début d'oser prendre la décision de partir sur plusieurs années, si jamais. Et donc, admettons que le programme Starting Block, il soit génial, mais pas assez génial pour te faire progresser en 3 mois. Admettons que ça t'emmène à avoir du succès en 3 ans, par exemple. Succès que t'aurais pas eu seul, mais que t'aurais avec le programme, mais qui viendrait tard. Ok, c'est pas la situation idéale. Voilà, je sais, sur ton visage, ça fait, mais j'en aurais eu toute seule du succès quand même. c'est assez drôle. T'en doutes? En fait, j'ai toujours envie d'en douter, pas par rapport à toi spécifiquement, mais par rapport à ce que je vois sur le marché. Et parce que je rencontre, d'ailleurs, il y en avait ce week-end, je rencontre tout le temps des gens qui me disent, ça fait 3 ans que je suis lancé, et à chaque fois je les challenge, je dis, ok, c'est quoi ton chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois? Et on me dit, c'est en moyenne 300 euros par mois. Et donc, qu'elle se soit lancée hier ou il y a 3 ans, c'est un peu pareil. 300 euros par mois, tu vis pas, quoi. Ouais, ça c'est sûr. J'imagine. Donc je veux bien imaginer que toi tu as un potentiel beaucoup plus grand que ça, mais en attendant, factuellement, pour l'instant, c'est pas ce que tu es capable de faire. C'est pas déjà fait, quoi. Moi, comment dire, vivre de ta passion. Non, je pense à ce que j'ai déjà généré par mois. Je suis quand même bien au-delà de ça. Ok, ça fait combien? Je faisais 1 200 par mois jusqu'à maintenant. Du coup, ça fait 2 mois, donc en 2 mois. Ok. Mais non, en effet, c'est pas assez. Donc dans tous les cas, le problème est le même. Simplement, la charge la souffrance est plus ou moins grande selon ce qui manque à la fin du mois, quoi. Mais pour moi, ce qui est intéressant de mettre sur la table, là aussi, c'est je me rends compte que le coût en plus de faire un prêt, c'est-à-dire les 600 euros de plus, pour moi, ça serait intéressant d'évaluer s'il est le même que le coût, justement, de la charge mentale et de la souffrance que j'éprouve si je continue toute seule. Parce que, tu vois, moi, quand j'ai appris le prix de sa formation et après le week-end qu'on a passé, là, j'ai eu des réveils nocturnes et ça me mettait en angoisse de me dire, ok, il va falloir trouver ses sous, quoi. Et du coup, alors attends, c'est clair dans la tête, je me perds, mais je sais où j'ai envie d'aller. L'idée, c'est au quotidien, avant de prendre connaissance de ta formation, etc., et le fait de ne pas avoir assez à la fin du mois, ça me crée beaucoup de souffrance et beaucoup de peur, du manque. Enfin, j'étais dans un état vraiment pas cool à vivre. Ça, c'est déjà là, tu l'as déjà expérimenté. Voilà, c'est ça c'est expérimenté. Et je me demande si ça, finalement, c'est pas le même prix à payer que les 600 euros de prêt. Tu vois, ça s'équilibre, en fait. Ah ouais? Avec 600 euros, ça s'équilibre? Je sais pas, j'en sais rien. Je me dis, vaut mieux que je paye ça à la banque et que finalement, ça m'enlève cette charge. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ça s'équilibre dans ce sens-là. Ça s'équilibre dans ce sens-là. J'ai cru que tu allais me dire, attends, comme 600 euros c'est énorme, je préfère garder mon anxiété au quotidien, de me sentir seul, de pas savoir comment m'y prendre et d'avoir des doutes sur comment l'activité va décoller. C'est l'anxiété de mettre 600 euros de plus, le côté difficile des 600 euros de plus, finalement, il est moins lourd que le côté difficile de pas finir les mois tout seul. Ouais, exact. Voilà, c'est ça. Et là, on peut même ne pas parler juste des 600 euros, mais même de tout l'investissement, tu vois. Admettons que ça soit 6 000 euros tout l'investissement. Ouais. Finalement, la question, ça pourrait être, imagine que t'es la Margot qui a déjà réussi. Tu sais, celle qui gagne déjà. Tiens, d'ailleurs, combien t'aimerais gagner, tu peux le dire, ça, ou pas? Ouais, je sais pas, j'aimerais bien, on va dire. C'est quoi, en minimum ou en rêve, en kiff, en idéal? Plutôt ce qui te permet de vivre de ta passion. Tu sais, pas de survivre. Ouais. Pas non plus d'être
multimillionnaire. Mais tu vois, entre les deux, ce serait quoi la situation qui te permet de vivre, moi j'aime bien ce terme, vivre confortablement de ta passion? Ouais, je dirais que minimum 3000 par mois. 3000 net par mois. Ouais. Ok. Donc pour faire 3000 net par mois, on va se baser sur le fait que ça fait 5000 de chiffre d'affaires, parce qu'il y a quand même pas mal de cotisations, l'URSSAF, etc. Ok. Donc imagine, là, que t'es la Margot qui fait déjà 5000 € de chiffre d'affaires par mois. Et qui est capable de reproduire ça tous les mois. Et puis tous les mois pour le reste de sa vie. D'ailleurs, en imaginant même que c'est peu probable, mais qu'elle continue pas de progresser, mais qu'au moins elle est capable tous les mois de faire 5000 € de chiffre d'affaires, 3000 € net pour le reste de sa vie. Quand t'es dans la peau de celle dont c'est le quotidien, tu vois, de faire 3000 € net par mois, comment elle se sent avec l'idée de payer 6000 € pour pouvoir atteindre cette vie-là? Pour passer de la situation que t'as actuellement à une situation dans laquelle c'est ce qu'elle gagne, 3000 € tous les mois, et elle vit confortablement de sa passion. Bah, si c'est ça qui l'a aidé à venir là, elle lui dit vas-y, elle lui dit fonce, parce que ça sera vite de l'histoire ancienne. Si c'est ça qui l'a aidé à. Ok. Donc ça pose la question du si c'est ça qui peut aider, et ça remet en question la pertinence de la formation, est-ce qu'elle peut vraiment t'aider ou pas. Ouais. Mais après tout, si on se parle tous les deux aujourd'hui, c'est parce que toi tu penses que la formation elle peut t'aider. Ouais, je pense que je peux faire en sorte aussi que ça m'aide, parce que je pense qu'au-delà de s'enquiller des formations, il y a quel pouvoir nous on a en tant que consommateur à faire en sorte que ça soit utile pour nous. Ouais, le fait que tu passes à l'action, que tu apprennes les choses. Ouais, et que si je suis vraiment connectée à ma mission et au kiff de mon métier, ben je ferai en sorte que ça m'aide. Okay. J'espère. Et en fait, c'est intéressant ce que tu évoques là, parce que pour moi, c'est un peu une des pensées fondamentales par rapport à l'argent, qui est que quand t'as pas de thunes, t'as jamais les thunes d'atteindre les résultats que tu veux. Tu vois, quand tu gagnes pas d'argent, tu dis mais comment est-ce que je pourrais avoir de l'argent? Sauf que pour avoir plus d'argent, bah, il faut être qui est-ce que t'es pas aujourd'hui. Parce que l'argent que tu gagnes, il est le résultat des compétences que tu as, des compétences en préparation mentale et aussi en vente. Et donc le problème, c'est que au début, quand t'as pas d'argent, tu peux pas payer pour acquérir plus d'argent, mais en même temps, tu peux pas acquérir plus d'argent tant que tu payes pas pour. Parce qu'il y a un prix à payer au fait d'être capable de gagner plus. Alors soit c'est le temps et les sacrifices, soit c'est le fait de payer des sous pour qu'un mentor, par exemple, t'apprenne comment gagner plus. Et du coup, ce qui m'interpelle dans cette idée, c'est que j'ai l'impression que si en toi, t'as la certitude qu'avec accompagnement, ça te permet de passer de ta situation actuelle à la situation dans laquelle tu gagnerais 3000 € net par mois, bah, ça devient déjà d'un point de vue logique, mathématique, une évidence qu'il faut le faire. Et pour aller encore plus loin là-dedans, je pourrais te donner l'exemple suivant. Tu vois, imagine que je suis un gourou et je te dis, bon alors Margot, voilà un contrat. Et sur ce contrat, tout simplement, tu vas payer 10 000 €, mais à partir du moment où tu signes, tous les mois, pour le reste de ta vie, tu gagneras 10 000 € par mois. Si tu as la certitude que c'est pas du fake, tu vois, que ça va vraiment se passer, tu vas les trouver, même tu vas les trouver en une semaine, les 10 000 € s'il faut, parce que c'est quand même une opportunité dingue de payer une fois 10 000 pour pouvoir gagner ensuite 10 000 tout le reste de sa vie. Voire même, ça aurait du sens d'aller chercher 200 000 € pour pouvoir signer ce contrat-là. Parce que moi, si quelqu'un me propose ça, je serais très content, faut faire le calcul, mais je serais très content probablement d'aller faire un crédit de 500 000 et de les donner, parce que à l'échelle de ma vie, gagner 10 000 € en plus par mois, en fait, ça serait, tu vois, une logique qui est tout à fait rentable. Ouais. Et donc se pose la question finalement, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est logique ou pas? Et puis à quel point je crois que la formation, elle peut m'aider ou non. Et si tu coches les deux, bah d'un coup, ça a beaucoup plus de sens de le faire. Ouais, bien sûr. L'inconfort de l'instant présent devient vite un souvenir, en fait. Un souvenir lointain qui disparaît. Ça te parle, ce truc il y a un prix à payer dans tous les cas? Ouais, oui, bien sûr. Pour moi, tout est dualité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a un prix à payer à rester dans ce que je fais. Il y a un prix à payer à mettre 600 € de plus pour un prêt. Et en fait, c'est la même chose. Enfin, ça se compense, quoi. Et ce qui m'étonne, c'est que, du coup, les prêts mentaux, j'allais dire mais franchement, je veux dire on, parce que j'ai longtemps vécu ça comme ça. On a du mal à envisager investir de l'argent, même de l'argent qu'on n'a pas, pour développer notre activité, parce que c'est tellement facile de faire autrement. Qu'est-ce que j'appelle facile? Le jour où tu veux te lancer comme prep mental, tu crées ton compte Instagram, t'écris dans ta bio Jean-Paul prep mental, et c'est bon. Ouais. Mais dans la plupart des business du monde, c'est absolument impossible de faire ça. Si t'es plombier, il te faut un camion, des outils et probablement des tuyaux. En tout cas, tu dois avoir des premiers investissements pour aller faire ton travail. Si tu veux ouvrir une salle de CrossFit, bah, il faut peut-être rénover les vestiaires d'un local commercial. Ça, c'est à ta charge. Et en plus, il faut acheter du matos.
des barres de traction, des poids, etc. Et je pourrais comme ça faire la liste de 1000 business. Même la kiné que je connais qui s'est lancée, elle a dû acheter du matos, tu vois, la table sur laquelle la personne s'assoit, etc. Et donc, dans toutes ces professions-là, ils sont, j'ai envie de dire, habitués. Et c'est clair pour eux qu'il n'y a pas d'autre choix pour se lancer que de faire un crédit. Parce que quand tu lances ta box de CrossFit, en général, t'as pas d'argent. Ou t'as essayé de faire des apports avant, mais t'en as souvent pas assez par rapport à tout ce que ça représente comme coût. Et donc, pour eux, c'est comme une idée de base, tu vois, qui est, vas-y, si je veux lancer mon activité, il faudra que j'emprunte, de la même manière que la plupart des gens qui achètent leur résidence principale. Et si je veux acquérir ma maison, il faut que j'aille emprunter. Et c'est marrant de voir, tu sais, dans la culture, à quel point, pour ces entreprises-là, c'est une évidence. Pour les gens qui achètent une résidence principale, c'est une évidence. Et d'ailleurs, les gens continuent d'acheter leur résidence principale, alors même que les taux de crédit sont importants. Mais que pour un prep mental qui lance une activité qui va le faire vivre, ça paraît genre, ah non, il faut absolument pas faire ça, un crédit, ça serait mal. Ça t'étonne pas? Après, il faut pas que tous les prep mentales n'ont pas la même condition de vie au départ, mais pour ceux qui sont dans celle-ci, dans cette culture un peu de l'argent, c'est ceci, c'est cela, comme là, en effet, c'est une question d'éducation à l'argent, quoi. Beaucoup, je pense. Et je crois que c'est pour ça que ces sujets-là, ils sont tellement importants, c'est que finalement, tu sais, on pourrait se dire, c'est l'argent, mais c'est aussi beaucoup les croyances que tu as par rapport à l'argent. Ouais. Et ces croyances-là, elles vont carrément influencer comment tu travailles aussi auprès des clients. Et ça, de plusieurs manières. Tu vois, si toi, t'as jamais été capable, par exemple, de faire confiance dans le fait de, je vais investir avec risque et de croire suffisamment en toi pour que ce truc-là il soit rentable, comment tu pourrais aider des athlètes pour qui ça représente aussi pour eux un risque? Et je trouve que c'est beau de s'intéresser à tout ça, parce qu'au final, on est plus loin que juste à s'intéresser à des taux de crédit. C'est aussi se poser la question sur la relation à l'argent. Et en fait, pour moi, ça fait vraiment partie du coaching. Ouais, et en même temps, je suis en train de me dire que le problème, c'est pas d'avoir peur, c'est de penser qu'avoir peur est un problème. Tu peux m'en dire plus? Je pense que dans ma situation et dans mon histoire, c'est ok de ressentir de la tension par rapport à tout ça. Mais le vrai problème, c'est de penser que c'est pas normal d'avoir de la tension. Et de se focaliser là-dessus, et du coup, de me flageller et de me dire non, j'y vais pas parce que regarde, ça me met en tension. Alors qu'en fait, si je me dis ok, je suis en tension, mais du coup, je sais d'où ça vient et qu'est-ce que j'en fais, là, je peux avancer en fait. Tu vois, d'arrêter ce jugement. Ouais, comme la perspective sur le stress, quand on te dit le stress c'est mal, alors qu'en fait tu peux le mettre au service de tes peurs. Exactement. Ouais, et c'est intéressant aussi le point que tu soulevais tout à l'heure, parce que tu disais finalement même en ce moment, quand t'as pas encore peut-être la tension d'avoir fait un crédit et de devoir le rembourser, t'as déjà une autre tension qui est putain je sais pas quoi faire au quotidien pour développer mon activité et je gagne pas autant que je voudrais. Et finalement ça a un certain poids. Je crois que ça te touche quand j'en parle. Non, c'est juste que je suis en train de penser qu'avec ta formation de ce week-end, comment elle s'appelle déjà? Prépa Mental Business Days. J'ai déjà quand même plein d'outils avec lesquels je peux avancer. Par contre, il reste toujours l'incertitude de à quel point je sais m'en servir et je sais construire quelque chose de durable. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a plein de bonnes choses à récolter dans cette formation et que je me sentirais, ça va pas bien contre toi, enfin pas bien pour toi, mais je me sentirais déjà presque ok de continuer toute seule parce que tu m'as donné plein de trucs. Ouais, c'est clair avec ce qu'on a vu ce week-end. Et c'est mon but, parce que quand les gens ils viennent en formation chez moi, j'ai envie qu'ils repartent avec des choses. C'est pour ça que je pense que l'essentiel de la question se situe sur à quel point tu veux apprendre des connaissances et les appliquer par toi-même et de prendre des murs par toi-même jusqu'à trouver la bonne direction. Parce qu'en fait, tu peux pas venir en formation, avoir les connaissances et après que tout roule. La manière dont l'entrepreneuriat marche, c'est t'apprends des trucs, tu les testes, tu prends des grandes portes dans la gueule et après t'ajustes pour trouver ce qui fonctionne. Et en fait, c'est la vitesse et la pertinence à laquelle t'es capable d'ajuster qui vont changer complètement tes résultats. Par exemple, une fois que tu sais quelle doit être la structure du premier rendez-vous, qu'on appelle le rendez-vous stratégique, dans lequel on va finalement avoir un rendez-vous presque de vente avec la personne, mais qui est un rendez-vous qui l'aide à prendre la décision de se lancer ou pas dans le coaching. Une fois que tu connais les questions de base, que tu connais la structure, après c'est à quelle vitesse t'es capable d'évoluer de tiens, j'ai mal posé cette question, ou là j'ai pas réussi à voir quelle était l'objection pour la personne, etc. Est-ce qu'il te faut 6 mois pour te rendre compte que tu fais n'importe quoi, ou est-ce que dès le premier rendez-vous tu peux dire tiens j'ai eu tel problème dans mon rendez-vous, Nathan qu'est-ce que t'en penses, ou Magali qu'est-ce que t'en penses, tu vois, je parle des coachs de l'équipe, et du coup ajuster dès le prochain rendez-vous et avoir de meilleurs résultats tout de suite plutôt que d'en avoir dans 6 mois. Je pense qu'il est vraiment sur cette espèce de qualité de suivi, et en plus il y a toutes les dimensions qu'on n'a pas eu le temps de voir en présentiel, comme par exemple se développer avec les réseaux sociaux, qui est aussi une sacrée opportunité je pense.
Ouais, c'est sûr, c'est une énorme plus-value, je pense. C'est ce qui est très convaincant d'ailleurs dans le programme. Même si, bon, moi de mon côté, j'ai un superviseur, j'ai un peu tout ça, mais le package fait que c'est puissant en fait ce que tu offres. Et d'ailleurs, pour avancer sur les 3 solutions, petite update que tu ne connais pas encore, c'est que il y a un truc qui est arrivé que je pensais pas qu'il arriverait, c'est que j'en ai parlé à mon père. Je lui ai exposé les 2 solutions et j'avais quand même la 3e solution dans la tête. Et en fait, il m'a dit, écoute, tu vas pas donner d'argent à la banque ou à qui que ce soit, on va se débrouiller pour que ça vienne de nous. Mais il y avait quand même un peu cette idée de, mais réfléchis-y parce que est-ce que tu as vraiment besoin de cette formation? Et lui, j'ai beau lui avoir pitché, d'ailleurs j'ai du mal pitcher parce que ça l'a pas convaincu. Et ben lui, ça l'a pas convaincu. En fait, c'est fou ce qui s'est passé parce que il m'a dit, mais réfléchis-y parce que qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver toute seule? Et il m'a dit, t'as souvent besoin d'aide extérieure pour avancer. Et il fait référence à ma carrière d'athlète, à plein de choses. Et du coup, je me suis dit, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma situation et je me suis dit, c'est fou parce que mon père, c'est un peu la source qui a fait que depuis toute petite, je vais toujours chercher à l'extérieur pour être sûre de bien faire, de me former, d'avoir les bonnes compétences, de me donner presque une illusion de certitude que je ferai pas d'erreur pour réussir. Ça vient beaucoup de ma perception de lui et de l'amour que j'attends de lui, ce comportement-là. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui me dit, non mais ma grande, vas-y, t'as besoin de personne. Et du coup, il m'a donné ce que j'attendais depuis toujours, ce qui est en fait, sans l'avoir dit, mais en fait, je crois en toi, vas-y, t'as besoin de personne, arrête de croire que t'as besoin des gens. Donc ça m'a fait une sorte de shift, mais je pense qu'il a pas la connaissance de ce que c'est de créer son activité et de créer un truc durable. Et du coup, après, je lui dis, ok, je suis d'accord avec le fait que je peux y arriver seule mais la question c'est, moi, là, aujourd'hui, je souffre de ma situation parce que je finis pas les mois et que c'est anxiogène pour moi. Et en fait, ça, je peux plus le vivre pendant 5 mois. Je veux que ça change maintenant. Et avec certitude. Et donc, c'est là où je lui dis, c'est ça que va m'apporter la formation. C'est que moi, en fait, là, je dors plus la nuit et je veux redormir parce que j'ai besoin d'être en forme pour mes coachings, pour être bien dans ma vie, pour me développer, pour continuer à monter en compétences, pour tout, pour mes relations. Enfin, ça prend tout dans ma vie. Et du coup, cette formation, ce qu'elle va m'emmener, je pense qu'elle m'emmènera à justement sortir de cet état et à me reconstruire quelque chose de plus épanouissant et plus sain pour moi, quoi. Et elle est là la différence. Déjà, merci pour la transparence dont tu fais part par rapport à tout ça. Je pense que ça m'aide moi à t'accompagner et puis peut-être ceux qui nous écoutent à voir ce qui réagit pour eux. Et en même temps, je pense que juste en une phrase, t'as presque tout dit, tu vois. La question, c'est vraiment par rapport à quoi est-ce qu'on cherche à optimiser. Tu vois, ton père, il te dit, mais Margot, tu peux le faire toute seule. Et en fait, si ta métrique, c'est est-ce que j'y arrive seule ou non, alors c'est sûr que la meilleure façon de faire, c'est de faire 100 mois sans starting block. Parce que non seulement je crois que tu pourrais y arriver toute seule, parce que j'aime bien ça, croire ça de tout le monde, tu vois. Comme je suis coach, je vois du potentiel chez les gens et je suis de nature optimiste. Mais le truc, c'est, est-ce qu'on cherche à réussir seul ou est-ce qu'on cherche à réussir le plus rapidement et de la manière la plus agréable possible? Et pour moi, ça change tout parce que c'est un truc que tu vas souvent rencontrer avec les sportifs d'ailleurs. Moi, le nombre de fois, j'en parlais ce week-end, où il y a un joueur de tennis qui me dit Nathan, ça a l'air super ton accompagnement, hein, mais si je le fais avec toi, ça veut dire que j'aurais pas réussi à atteindre le haut niveau tout seul. Toi, qu'est-ce que tu dirais à un athlète qui te dit écoute, ça a l'air trop bien ce que tu proposes, je sens que ça pourrait m'aider à progresser plus vite, c'est exactement ce dont j'ai besoin, mais si je le fais, ça veut dire que j'aurais pas réussi à le faire seul. Je lui demanderais s'il est prêt à payer le prix de le faire tout seul et de payer le prix de la durée et du temps qu'il met à y arriver. Okay. Puis j'irai chercher d'où vient la racine de je vais le faire tout seul, etc. J'irai creuser ce truc-là. C'est marrant parce que c'est pas du tout la question que je poserais, tu vois. Du coup, ça fait question de coaching, c'est bien. Moi, je lui demanderais, mais c'est quoi qui est le plus important pour toi, en fait? Parce que si le plus important pour lui, c'est de réussir seul, il a raison, faut pas le faire. Mais souvent, ce que les athlètes de haut niveau cherchent, c'est à maximiser leurs chances de succès. Parce que notamment, le haut niveau fait que, des fois, si cette année-là en particulier, tu réussis pas, je sais pas, admettons l'année de qualif pour les Jeux, si cette année-là, t'es pas bon, tu te qualifies pas au JO l'année d'après. Ils sont déjà passés. Et puis si cette année-là, t'as pas le niveau pour aller en équipe de France, tu feras pas les stages qui t'amènent à pouvoir progresser, qui t'amènent à avoir des sponsors, peut-être, etc. Et donc, c'est pour ça que je parlais par rapport à quoi est-ce que tu optimises, tu vois, c'est quoi la métrique que tu cherches à optimiser?
Parce que faut pas se tromper, à mon avis, dans ce qu'on cherche à optimiser. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, avec le niveau de revenu que j'ai, je sais que ce que je cherche à optimiser au quotidien, c'est pas absolument le niveau de chiffre d'affaires ou la quantité de profit. C'est une métrique importante, mais elle vient en deux après ma qualité de vie. Ce qui d'ailleurs, en 2018, était complètement différent parce que j'ai la croyance que tant que t'as pas d'argent, t'as pas de qualité de vie. Si tu dois galérer pour survivre, si tu sais pas d'où viendra ton prochain repas, etc. Et donc, à l'époque, ma métrique, c'était qu'est-ce qui va m'amener des sous? Et une fois que j'en ai eu suffisamment, tu vois, ben, j'ai pu changer par rapport à ça. Et c'est la question que j'ai envie de te poser par rapport à la remarque que t'as fait ton père. C'est de voir, quand il te dit ça, qu'est-ce qui est important pour lui? Et toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Bah, pour lui, je sais pas, faudra lui demander à lui. Alors, il y a des présupposés dans la communication, tu sais. Bah, j'ai la sensation que il y a de la tension quant au fait de me filer de l'argent, déjà. Donc, important pour lui, j'ai l'impression qu'il a un peu une perception que c'est de l'argent gâché et qu'il n'y a pas besoin de ça. Et puis, peut-être que derrière, ce qui est important pour lui, c'est que je progresse et que j'y arrive moi et que je trouve des solutions toute seule, que je m'autonomise. Mais c'est que des suppositions, là, j'en sais rien. Faudra lui demander à lui. Parce que, à la fois, il y a ce côté où, tu vois, il est prêt à faire cet effort pour moi, parce qu'il a qu'une envie, c'est que je sois heureuse, je pense, et que j'avance. Et que je pense que pour beaucoup de papas dans le monde, le plus important, c'est la sécurité de son enfant, qu'elle soit matérielle ou affective. Et en même temps, il y a un peu ce truc de je te mets un coup de pied au derrière, parce qu'en fait, t'as peut-être besoin juste d'expérimenter et de faire ton truc toi-même, parce que c'est ça la vie, quoi. Et si tu fais rien tout seul, t'apprends rien, et c'est des croyances, on sait rien. Mais encore une fois, c'est que des suppositions, je sais pas, il faudrait lui poser la question à lui. Okay. Peut-être que je le ferai. Ça pourrait d'ailleurs aider la transaction. Ouais, ce serait intéressant. Et pour toi alors, en plus toi qui es dans l'accompagnement, bon, je te mets un peu une étiquette en faisant ça, mais je pense qu'elle est importante, tu vois, que quand on est dans l'accompagnement, on voit le monde d'une certaine façon. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? Être en paix et faire ce que j'aime et d'accomplir ma mission. Donc ça, c'est des trucs profonds. Ouais. Et si tu remontes, c'est de me développer et d'être en capacité de me développer et donc que mon activité fonctionne et que je puisse faire du coaching chaque jour et que j'accompagne des personnes à se déployer, à lever leurs freins, à reprendre du pouvoir, à s'épanouir. Ok. C'est trop bien de savoir que c'est ça qui est le plus important pour toi. Et justement, quand tu te connectes à ça, alors je pourrais redire tous les éléments que tu as dit, mais je pense que tu t'en souviens, c'était moi, c'est toi qui les as dit. Quand tu te connectes à ça, selon toi, qu'est-ce qui te permet le mieux de vivre ça, de porter ça, d'atteindre ça? Est-ce que c'est de faire seul ou est-ce que c'est d'être accompagné, même si ça a un coût financier? Je dirais que c'est même pas où, c'est et. Mais en fait, je pense que c'est d'être accompagné parce que même en étant accompagné, j'aurai des moments seuls. Il y a un truc seul, ouais, c'est clair. Donc je pense que je suis plus gagnante dans celui-ci. Je suis plus gagnante dans le fait d'être accompagnée à avancer seule. Voilà. Ok. Donc oui, ça fait évidemment sens. Après, ça dépend. Hein, si mon kiff c'est d'apprendre, de me confronter à la vie, de tirer mes leçons toute seule et de créer un nouveau chemin peut-être différent du tien que tu as créé et moi après accompagner des gens plus tard avec un autre chemin, ça serait peut-être de faire les choses seule parce que si je me confronte à ton milieu à toi, je vais rentrer dans ta matrice et j'aurai pas accès à quelque chose de nouveau, tu vois. Ou je pourrais quand même le créer à travers le tien parce que j'aurais ta version. Mais voilà, si mon ambition c'était mon truc le plus important c'était de me déployer seule et d'expérimenter la vie, ça serait de continuer toute seule. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas ça mon truc. Ok. C'est quoi ton truc? C'est que ça aille vite. C'est de m'inspirer, c'est de gagner du temps en fait, c'est de m'inspirer de ce qui est déjà fait, d'apprendre à l'utiliser, de me l'approprier et pour que ça fasse marcher mon truc à moi. Ok. Elle est intéressante cette notion, tu sais, de gagner du temps. Parce que un des trucs que j'ai remarqué aussi dans tous mes apprentissages sur l'argent ces dernières années, c'est que les riches, ou ceux qui développent plus de richesse, sont capables de dépenser pour gagner du temps, alors que les pauvres font exactement l'inverse. Je te donne un exemple. Je me souviendrai toujours de ce moment où je réserve un train et j'ai le choix entre un train qui dure 5 heures et qui coûte tant d'euros, tu vois. Et puis sinon, il y a un bus qui va me permettre d'aller au même endroit, mais en 14 heures, ce qui fait un peu le tour de la France, machin. Mais c'est 3 fois moins cher. Et comme la métrique pour laquelle j'optimise, c'est j'ai pas d'argent, il faut que j'en dépense le moins possible, je vais prendre le bus qui met 3 fois plus de temps à faire la même chose, sachant que mon objectif n'est pas de voyager.
Mon objectif, c'est d'être à la destination, parce que là-bas, j'ai un truc à vivre. J'ai pas un truc à vivre dans le bus ou dans le train. Et pour moi, ça m'a vraiment choqué, une fois que j'ai fait ce changement, de voir à quel point, quand tu crois en ta capacité à développer des richesses, et que tu sais que tu peux générer du revenu, et que c'est quelque chose que tu cherches à faire, alors à ce moment-là, tu deviens prêt à dépenser pour gagner du temps, alors que quand t'es pauvre, que tu crois pas en ta capacité à générer des revenus, t'optimises pour dépenser le moins possible, et pour ça, tu perds énormément de temps. Et si je donne un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une femme de ménage. Alors ça fait beaucoup rire ma mère, et des gens qui pourraient me dire, mais t'es un assisté, t'es feignant, tu pourrais le faire toi-même, etc. Oui, c'est vrai qu'avec mes mains et mes pieds, je peux faire le ménage. Par contre, si je passe 2 heures à faire le ménage chez moi, c'est 2 heures que j'aurais pu investir dans ma boîte, parce que je travaille tellement que, finalement, si je passe 2 heures à faire le ménage, c'est 2 heures que je perds forcément ailleurs. Et pour moi, du coup, ça a vraiment été marquant, ce truc il y a des endroits où je peux faire des dépenses pour gagner beaucoup plus, ou pour libérer du temps qui va me faire gagner plus tard. Ça te parle ou pas? Ouais, en fait, je suis en train de me dire que le gain ou la perte de temps, c'est une illusion. Que, en fait, t'auras toujours du gain et de la perte, quoi que tu fasses. Si tu faisais le ménage, il y aurait aussi des bénéfices pour toi. Peut-être que j'invente, mais peut-être que ça serait un moment de méditation où t'aurais des idées qui te viendraient et ça ferait fructifier ton activité. Donc, en fait, pour moi, c'est même pas une question de gain ou de temps, c'est qu'est-ce qui est réellement important pour toi et où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie. Si pour toi, c'est pas intéressant de méditer pendant ton ménage et d'avoir de la créativité, par exemple, et que ça te sert pour ton activité, ben c'est ok, et tu prends une femme de ménage, mais faut pas non plus enlever l'idée que ça puisse être utile pour toi. Ouais, je suis d'accord pour dire qu'il y a des avantages et des inconvénients à tout, mais c'est pas vrai selon la direction que tu prends. Ce que j'entends par pas vrai, c'est que c'est toujours quand même plus ou moins utile ou limitant selon ce que tu veux atteindre. Ouais, quel prix t'es prêt à payer, en fait. Et si ce que tu veux, c'est générer plus de revenus, par exemple, ben, il est 100% sûr, à moins que le ménage te passionne, mais pour la plupart des gens, pour qui le ménage, c'est une charge, ça saoule. Enfin, moi, je veux dire, je fais 2 heures le ménage, ça m'a ruiné une journée de travail. Parce que ça me coûte non seulement 2 heures, mais ça me coûte aussi 8 heures d'inspiration. Ben, pour ces gens-là qui vivent les choses de cette manière-là, je trouve que c'est vraiment, j'ai plus les mots, parce que qui changent de perception. Ah, il faut changer de perception. Ils changent leur manière d'appréhender le ménage. Il y a une clé là-dedans. On peut apprendre à aimer le ménage, tu vois, si tu veux. C'est sûr qu'une fois que tu coaches, tu sais que tu peux travailler sur toutes tes perceptions et faire bouger tout ça. Ouais. Mais en attendant, dans le monde de la matière, je crois qu'il paraît difficile d'envisager que tu développes mieux ton business quand tu fais 2 heures de ménage que quand tu passes 2 heures à te concentrer sur ton business. Je suis pas, Nathan. Là, pour le coup... T'es pas d'accord? Il faudrait voir le reste de la journée, et si vraiment ces 2 heures-là, est-ce que vraiment c'est parce que t'as que ces 2 heures-là pour travailler sur ton business, ou si en fait c'est 2 heures de moins, mais en fait t'en as passé 8 de plus à côté. Bon, est-ce que vraiment ces 2 heures-là sont indispensables ou pas? Mais je pense que tu veux. Je pense qu'à cet endroit-là, moi ça me parle pour le ménage et par exemple pour faire la cuisine, parce que c'est des activités que j'aime pas du tout. Alors que toi, par exemple, ben ça va, donc t'arrives à voir les bénéfices dedans. Et soit on peut bosser sur soi pour faire que ces activités qu'on n'aime pas, d'un coup, on se mette à les aimer. Ouais. Soit on se sert de ce truc pour justement aller all-in dans les trucs qu'on aime. Mais si je reprends l'exemple, tu vois, c'est pareil dans le train. Pour faire, par exemple, Grenoble-Paris, en gros, t'as 2 possibilités dans le train. Soit tu t'assois en seconde classe, soit tu t'assois en première classe. Et c'est le même trajet, ça prend le même temps, mais il y en a un qui est plus cher que l'autre. Et au début, dans mon système de croyance, bah, ça me semblait débile d'aller en première classe. Je me dis, mais pourquoi je paierais plus cher pour partir du même endroit, arriver au même endroit dans la même durée? Sauf qu'un jour, j'ai compris qu'en payant entre 10 et 20% plus cher mon train, je pouvais passer 3 heures d'un voyage dans lequel je peux bosser dans de super conditions, parce qu'il n'y a pas de gamins qui font du bruit à côté, j'ai mon siège tout seul, je suis bien installé, ou bien 3 heures de trajet dans lesquelles j'ai du mal à travailler. Et finalement, la question c'est, tiens, est-ce que ces 20% supplémentaires, j'arrive à les rentabiliser dans mon activité ou pas? Et ce que j'essaie de te transmettre là, c'est que pour moi, quand tu entreprends, tu dois changer de modèle par rapport à l'argent et ne plus avoir le modèle de comment est-ce que je dépense le moins possible, mais de qu'est-ce qui est le plus rentable pour moi, rentable étant soit rentable financièrement, soit rentable dans ma qualité de vie. Et tu vois, d'avoir vraiment ce calcul un peu de rapport entre les deux, plutôt que juste comment dépenser le moins possible. Et d'ailleurs, au moment où je te dis ça, ça me fait aussi penser, parce que je pense que c'est un sujet super important, il faut qu'on aborde, au fait d'épargner. Pourquoi? Parce que on dit souvent aux gens, il faut épargner. Et je pense que d'une certaine manière, c'est vrai, c'est important. Sauf que quand tu gagnes le SMIC, tu fais comment pour épargner? Et même si t'épargnes 20% de ton salaire, en fait, t'épargnes peanuts, t'épargnes rien du tout.
Surtout si t'épargnes 20% de ton reste à vivre une fois que t'as payé le loyer et tout ça, en fait t'épargnes presque rien. Alors que si t'étais capable de gagner 5 fois plus, même en épargnant 5% de ton salaire, tu mettrais beaucoup plus de côté. Parce qu'en fait, c'est pas une question de pourcentage, c'est une question de volume. Tu me suis jusqu'ici? Ouais. Et donc, en fait, récemment, j'avais une conversation avec un prépental qui me disait, bah voilà, moi, j'investis 100 € par mois, tous les mois, en bourse. Et, parce qu'on cherchait ensemble des sous pour qu'il puisse faire la formation. Et il dit, mais bon, ça, je peux pas y toucher parce que c'est hyper important, l'investissement. Et donc, c'est génial pour lui, tu vois, il avait déjà cette idée de mettre de côté, d'épargner, etc. Mais sauf que quand il fait un effort énorme aujourd'hui sur sa faible rémunération pour mettre 100 € par mois de côté, alors que c'est ce que ça représenterait de faire un crédit pour acheter la formation sur 3 à 4 ans, ben en fait, ça pose question. Ça te parle, qu'est-ce qui rapporte le plus à long terme? Ouais, qu'est-ce qui rapporte le plus à long terme? Parce que c'est sûr qu'à court terme, bah, d'un côté, il met 100 € par mois, de l'autre, il les perd, entre guillemets, parce qu'ils sont pas sur son compte bancaire à lui. Mais si ça lui permet d'augmenter x1,5, x2, x4, x10 sa rémunération, et l'avantage quand t'es entrepreneur, enfin, moi aujourd'hui, mon meilleur mois, j'ai fait un mois à 75 000 € de chiffre d'affaires. Je veux dire que le smicard en mois qui gagnait 7 € de l'heure à trier des colis à côté là-bas, à faire des inventaires chez Kiabi, à enlever la poussière et à mettre des coups de cutter à l'usine, bref, j'ai fait tous les intérims du monde, je crois. Celui qui gagnait 7 € de l'heure pensait que ça serait impossible un jour de faire 75 000 € de chiffre d'affaires, tu vois, c'était même pas dans le modèle. Et en fait, maintenant, quand je vois à quel point il est possible d'augmenter ses revenus, mais je me dis presque, c'est presque ridicule de chercher à épargner tôt. Je crois qu'on devrait, parce qu'en fait, quand on épargne tôt, on fait quoi? On investit tôt. On investit en bourse, on investit en crowdfunding, j'en sais rien. Et je crois qu'en fait, on devrait massivement investir sur soi, sur sa propre capacité à générer des revenus. Et quand tu génères des revenus importants, bah, là, tu peux épargner. Et j'ai l'impression que c'est un peu un leurre de la société, c'est presque de vouloir faire que les gens épargnent quand ils gagnent rien. Alors qu'en fait, quand tu gagnes rien, t'as une chose à faire, c'est d'apprendre à gagner plus. C'est pas de mettre de côté. Ouais, il y a vraiment cette idée de, finalement, l'investir sur soi, c'est par là que c'est important de commencer. Après, si on peut faire les deux, s'il n'y a pas de choix à faire, faisons les deux. Mais en effet, s'il y a un choix à faire, investir sur soi, ça paraît plus cohérent parce qu'après, tu peux plus investir derrière, quoi. Et tu vas pouvoir vite rattraper les années que tu as perdues. Tout à fait. Dans le cas de ce coach-là, admettons qu'il gagne 2 000 € par mois aujourd'hui avec son emploi. Il gagne même moins que ça, mais pour le calcul, c'est plus simple. S'il gagne 2 000 € par mois avec son emploi aujourd'hui et qu'il met 100 € de côté tous les mois, si on travaille ensemble et qu'il se met à gagner 3 000 € par mois et que du coup, chaque mois, il peut mettre 200 € de côté au lieu de 100, en un an, il a recouvert le truc initial. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que, franchement, moi, au début, le crédit, j'y ai même pas pensé quand j'ai lancé mon activité. Parce que c'était pas dans mon modèle du monde, tu vois, c'était le crédit. C'est un truc de pauvres qui enchaînent les crédits pour payer les factures ou qui s'achètent une télé à crédit alors que c'est pas un actif, tu vois. Et je voyais à peine l'intérêt de faire un crédit pour acheter une maison d'ailleurs. Enfin, j'avais vraiment ce truc parce que mon père, mes parents se sont fait saisir la maison quand j'étais plus jeune par les huissiers. Et du coup, j'ai compris que quand t'avais un problème avec les banques, t'avais un gros problème. Donc le mieux, c'est de pas faire appel à eux. Comme ça, t'as pas de problème. Sauf qu'en fait, ça c'était comme une perception incomplète du truc, qui est, tiens, si je décide de pas faire appel à plus d'argent, je crée quand même d'autres problèmes. Notamment ceux de payer le prix d'apprendre par moi-même, etc. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter après cette conversation? Comment tu te sens là, avec tout ça? Moi, de toute façon, ma décision était plutôt prise. Forcément, ça renforce et ça clarifie plein de choses. Donc j'espère que ça aidera ceux qui nous écoutent, qui ont ces genres de problématiques. Et je dirais que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est de savoir ce qu'on veut réellement et ce dont on a besoin pour l'obtenir. Et que, cette question d'argent aussi, elle est importante à aller creuser, à bien s'informer et pas rester que dans sa perception ou ses traumas ou ses peurs, quoi. C'est bien de se poser la question de est-ce que je vois la situation dans son ensemble ou est-ce que je vois avec le prisme de ma souffrance. Mes peurs. Et du coup, de le traiter comme un vrai sujet de coaching et pas comme un tabou. Parce que tu sais, des fois, dans la relation de vente, il peut y avoir ce truc de ah non, mais on peut parler de tout si tu veux et de mes émotions et je peux pleurer à propos de mes parents ou de mes résultats en compète ou je me suis fait larguer. On peut parler de tout. Alors, par contre, l'argent, on peut pas en parler, tu vois. Et c'est là qu'il y aura un tabou là-dessus. Perle. Et je trouve qu'il y a pas ça avec toi, justement, que tu as été capable de me dire qu'est-ce qui te challenge par rapport à ça. Et tu sais, de prendre le sujet comme, un des innombrables sujets sur lesquels il est possible de se faire coacher. Pour pouvoir prendre après la décision qui te correspond le mieux. Ouais, parce que je pense que j'ai cette conscience de ce qui me challenge le plus, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour évoluer. Donc
Donc j'ai passé un cap de je cache ce qui est le plus dur pour moi parce que j'ai déjà expérimenté ce que ça faisait de le garder pour soi et finalement de continuer à en souffrir longtemps. Donc c'est la même métaphore que de là, continuer tout seul et souffrir longtemps avec ma situation et finalement montrer que c'est ça mon problème et de me faire aider. Cool. Wow. Oui, une idée que j'aimerais bien partager parce qu'elle m'a beaucoup aidé, je trouve, à évoluer par rapport à tout ça. C'est l'idée de tu sais, décider avec l'état d'esprit de la personne qui a déjà les résultats que tu veux et qui vit déjà de la manière que tu veux, par exemple. Au début, ça me challengeait de payer le billet, comment ça s'appelle, première classe dans le train. Parce que, bah, voilà, j'avais pas l'habitude, puis c'était une somme plus importante. Et après, je me disais, non, mais, le Nathan qui gagne bien assez sa vie, qu'est-ce qu'il préfère, en fait? Est-ce qu'il préfère être dans le train un peu mal assis avec des gens qui font du bruit à côté et du coup ne pas bosser, mais payer pas cher? Ou est-ce qu'il préfère devoir bosser dans le train parce que c'est presque une obligation, tu sais, comme t'as payé plus cher, ça motive, en mode j'ai pris ma place dans ce TGV première classe, maintenant faut que je bosse, tu vois. Est-ce qu'il préfère devoir bosser dans le train mais être dans les meilleures conditions pour le faire? Et quand j'imaginais celui qui était déjà capable de générer les revenus, ben je me disais, ouais, c'est exactement ça que j'ai envie de faire, tu vois, c'est dans les meilleures conditions pour pouvoir bosser plus et continuer d'avancer. Mais t'apprends pas à bosser dans des moins bonnes conditions. Ouais. Et est-ce que c'est vraiment important, tu vois? Voilà, c'est ça la question, on en revient toujours à ça. C'est qu'il n'y a pas de mieux ou moins bien, c'est qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter et de développer chez toi. Il y a mieux ou moins bien en fonction de l'objectif pour lequel tu optimises. Voilà. C'est pour ça que c'est une question de perception, en fait. Où est-ce que tu as envie de te situer? Ouais, clair. Et dis, pour ceux qui auraient été intéressés là de découvrir ce que tu racontes et qui voudraient échanger avec toi comme prep mental ou peut-être même travailler avec toi, je sais pas. Est-ce que tu veux partager, je sais pas, les réseaux sur lesquels t'es ou peut-être ton parcours que t'as eu avant pour que les gens te connaissent mieux? Ok, merci pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Margot, j'ai 29 ans, Margot Nicolin. Là, dans mon sac à dos, j'ai 16 ans de sport de haut niveau en athlétisme, en lancer de javelot. Et c'est ce qui m'a insufflé cette passion de l'humain et de l'accompagnement, parce qu'en tant que sportive, j'ai vécu les dégâts d'un très haut niveau de tension à piloter et la relation à la performance et la perte de plaisir. Et ça m'a poussé à apprendre à comprendre mon cerveau et à le piloter plutôt que de le laisser me piloter lui. Donc je me suis fait accompagner, j'ai découvert la psychologie, découvert le coaching. Et en fait, je me suis pris de cette passion. Et j'ai vécu tellement de choses dans ma carrière qui m'ont fait creuser ce que je suis et l'être humain, que c'est aussi les plus grosses galères de ma carrière qui font que je suis en grande capacité d'accompagner des gens aujourd'hui. Donc voilà, j'ai envie de faire en sorte que mon histoire de sportive puisse servir d'autres personnes. Et c'est pour ça que je me régale à accompagner des personnes aujourd'hui à comprendre leur monde à eux, à comprendre ce qui les freine, à le transformer en quelque chose de fort pour eux, d'utile, et à déployer pleinement qui ils sont et à trouver les bonnes raisons aussi pour faire ce qu'ils font pour eux. Enfin voilà, en tout cas, à décoller et à être épanoui dans ce qu'ils font. Et je le fais avec l'art du questionnement, avec beaucoup de côté ludique. J'aime beaucoup la connexion humaine, donc si vous bossez avec moi, attendez-vous à ce qu'il y ait de la joie, à ce qu'il y ait de l'émotion, à ce qu'il y ait une aventure humaine avant tout, avant un résultat. Voilà. Trop cool. Merci Margot d'avoir partagé tout ça. Merci d'être allé à toi. avec vulnérabilité, transparence et d'avoir osé parler de sujet d'argent. Je pense que c'est un sujet où j'ai trop envie qu'il y ait plus de débat, tu vois, que de sortir du tabou et tout. Donc merci de m'avoir aidé à faire ça. Et puis à bientôt dans le programme, du coup. Ouais, à bientôt. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!